Le soleil se lève sur le champ de bataille. Le drapeau américain flotte paisiblement au vent. Le monde est en paix, tout est calme. Bang! La porte s'ouvre en claquant et un jeune garçon se précipite hors de la maison en faisant des bruits d'avion avec sa bouche. Le bombardier enjoué qu'il tient dans sa main s'envole et pique du nez lorsqu'il imagine qu'il bombarde le jardin. Il survole le bac à sable, rase le gazon, passe devant l'étang, sous la balançoire et reprend de l'altitude en direction de la cabane dans l'arbre où le drapeau américain flotte sous la légère brise matinale. C'est une journée fantastique. Le garçon inspire profondément et regarde autour de lui. Puis, il réalise qu'il s'ennuie déjà. Il n'a passé que quelques secondes dans le jardin et il s'ennuie déjà. Que pourrait-il faire qu'il n'a pas déjà fait ? Il a déjà joué dans le bac à sable, il a déjà fait de la balançoire, il a déjà grimpé dans sa cabane. Il entend le bruit du moteur d'une voiture qui démarre devant la maison. Il entend la voix de son père. « Je suis en retard pour le travail, on se verra plus tard. Si tu trouves mon sac quelque part, ne fouille pas dedans. Dis-moi juste où il est quand je rentrerai. Je t'aime, bye !» On entend le crissement des roues dans l'allée de gravier et le bruit du moteur s'estompe peu à peu, ce qui fait que le garçon se retrouve à nouveau seul dans le jardin, avec le vent pour seule compagnie. Génial. Désormais, il doit trouver de quoi s'occuper toute la journée. Il jette son bombardier de frustration. Une aile se casse et atterrit dans le parterre de fleurs. Oh oh, il va devoir réparer ça avant que son père ne rentre à la maison. De la superglue. Ça devrait faire l'affaire. Il doit y en avoir à l'intérieur. Son père est toujours en train de réparer des choses. Mais le jeune garçon oublie rapidement sa mission. Dès qu'il pénètre dans la maison, il aperçoit le sac de son père, juste à côté de la porte arrière, là où il oublie toujours de regarder. Le garçon le regarde avec curiosité pendant un moment. Il se demande ce qu'il peut bien y avoir dedans pour que son père lui interdise de regarder à l'intérieur. Il va juste jeter un petit coup d'œil. Il ne va même pas ouvrir le sac complètement. Juste un petit coup d'œil et c'est tout. Si quelqu'un lui demande ce qu'il fait, il dira qu'il cherchait de la superglue. Un instant, qu'est-ce que c'est ? Ça ne peut pas être... Un petit pot avec un couvercle rouge et de grosses lettres comme dans les dessins animés sur le côté. Plaido ? Que fait son père avec un pot de Plaido dans son sac ? Il pensait que son père faisait un travail d'adulte. C'est ce que sa mère dit toujours. Son père a un travail d'adulte et est très confidentiel, très important, très secret. Est-ce vraiment ce qu'il fait au travail toute la journée ? Jouer avec de la pâte à modeler ? Le garçon est bien trop âgé pour jouer à la pâte à modeler. Il n'y a pas joué depuis des années parce que c'est pour les bébés. Il est hors de question qu'il joue avec maintenant. En aucun cas. À présent, c'est un grand garçon qui joue avec de vrais jouets. Mais quand même, un petit aperçu ne fera pas de mal. Il va sortir le pot, le tenir un peu entre ses mains, se dire que c'est un jouet pour bébé et le remettre en place. Il ne va en aucun cas jouer avec. Le garçon retire le couvercle rouge et regarde à l'intérieur. Ouais, c'est bien ce qu'il pensait. C'est juste ennuyeux. C'est juste un morceau de pâte rouge. C'est juste ennuyeux. Mais lorsque le garçon verse le pot dans sa main, il ressent une sensation étrange. Ça bouge un peu dans sa paume. Y a-t-il un insecte à l'intérieur ou autre chose ? On dirait qu'il y a des petites jambes. Il fait rouler la boule dans son autre main et observe ce qui se passe. Effectivement, il y a bien 2 jambes qui dépassent de la boule rouge. Mais ce n'est pas du tout des pattes d'insectes. Elles sont minuscules, de la taille de pattes d'insectes, mais il n'y en a que 2. Elles sont entièrement rouges, de la même couleur que la pâte à modeler, et il semble qu'elles aient une petite paire de bottes. Les jambes gigotent. Puis une main surgit. On dirait qu'une petite personne a été enterrée dans la pâte à modeler, la tête en bas. Progressivement, la main parvient à libérer le reste du corps. Et là, un petit homme apparaît. Faisant à peine la taille de l'ongle du garçon, le petit homme rouge se redresse et observe son environnement. Non seulement le petit personnage porte des bottes, mais il a aussi un sac à dos et un casque sur sa petite tête, le tout fait de pâte à modeler. En fait, cette petite personne ressemble à un de ces petits soldats verts que son père avait quand il était petit. Le petit soldat lève les yeux et remarque que le garçon le regarde fixement, ce qui le fait sursauter d'effroi. Le garçon rit. Il pense qu'il doit avoir l'air effrayant pour quelqu'un d'aussi petit. Il adresse un petit sourire au petit soldat. Le petit soldat se met très lentement à genoux et pose sa main sur le sol en pâte à modeler sur lequel il se trouve. Sa petite main rouge semble y chercher quelque chose. Fasciné, le garçon observe attentivement la pâte à modeler sous la main du soldat, qui semble prendre la forme de... Qu'est-ce que c'est ? Une arme ? Le soldat porte le petit fusil rouge à son épaule et le pointe droit sur les yeux du garçon. Il tire et, à la surprise du garçon, quelque chose en sort. Une pluie de minuscules balles de pâte à modeler atteint son œil. Le garçon jette la boule en pâte à modeler aussi fort qu'il le peut et cligne des yeux. Un petit bruit se fait également entendre. Les balles ne lui ont pas vraiment fait mal, mais il a l'œil qui pleure un peu désormais. Le petit soldat a un petit fusil d'assaut qui fonctionne. Il commence à comprendre pourquoi son père joue encore avec la pâte à modeler. Où est-elle passée d'ailleurs ?
Il a dû la jeter dans le jardin. Le garçon se précipite dehors. Elle est là, juste à côté du bac à sable. Il se rapproche prudemment de la balle afin de vérifier si le petit soldat est toujours là. Ah, il est là. Non, il est là. Y en a-t-il un autre ? Il s'agenouille et aperçoit la petite foule rassemblée autour de la balle. Il n'arrive pas à en croire ses yeux. Une dizaine de petits hommes grouillent autour de la balle rouge et de nouveau en sortent en rang serré toutes les quelques secondes. Des petites tentes rouges en pâte à modeler ont été montées autour de la balle. 2 petits soldats coupent une petite branche à l'aide de petites haches rouges et allument un feu de camp. Une mini-jeep rouge se fraye un chemin dans l'herbe et un général en sort avec un officier en retrait à ses côtés. Le petit général donne des ordres. Il est difficile d'entendre ce qu'il dit, mais on dirait qu'il parle anglais, mais avec une voix très aiguë. Il désigne un groupe de soldats qui se précipitent immédiatement vers la balle en pâte à modeler et en tirent une échelle. Il la pose contre le bord du bac à sable et 2 d'entre eux se hâtent de grimper au sommet. Une fois en haut, ils se dispersent, fusil en main, pour mieux surveiller les environs. Puis c'est au tour du général de grimper. Il scrute le jardin avec une certaine méfiance. Puis son regard se pose sur la cabane dans l'arbre. Il sort ses jumelles et l'examine attentivement, étudiant chaque centimètre de l'arbre avant de repérer le mât du drapeau qui se dresse au sommet. Il baisse ses jumelles avec une satisfaction évidente, pointe une petite main vers l'énorme arbre et crie un ordre du haut de sa petite voix. Un cri aigu émane des troupes au sol. Elles brandissent leurs poings en l'air. La troupe s'est déjà bien développée. En regardant le peloton rassemblé sur l'herbe, le garçon constate qu'une douzaine de tentes supplémentaires ont été dressées. Un groupe de soldats s'est positionné autour de la balle en pâte à modeler et surveille les alentours. Et là, il y a un soldat assis sur un gland qui pleure. Il tient son casque dans ses mains et pleure à chaudes larmes. Il y a une croix rouge sur la tente à côté de lui. Ce doit être l'infirmerie. Le garçon s'accroupit et regarde à l'intérieur de la tente. À l'intérieur, sur un petit lit rouge, entouré de petites infirmières rouges, est allongé un soldat. Ses jambes sont déformées et il crie de douleur. Un médecin s'approche de lui et lui annonce la mauvaise nouvelle avant de sortir la scie. Le garçon se redresse. Il ne veut pas voir ça. Un cri aigu retentit depuis la tente, suffisamment fort pour couvrir l'agitation qui règne dans le reste du camp. Le garçon reconnaît ce cri. C'est le même cri qu'il a entendu en jetant la balle en pâte à modeler par la porte. Celui du premier brave soldat, qui souhaitait protéger ses frères d'armes du géant. Mais qu'avait fait le garçon ? Le soldat à l'extérieur de la tente médicale décroche le téléphone et informe la petite famille du petit soldat de ce qui s'est passé. Il a perdu l'usage de ses jambes, mais il est toujours en vie. C'est un héros. Le bataillon est mobilisé. Pas le temps de pleurer. Des tireurs d'élite se hissent sur l'échelle, sur le bord du bac à sable, et se postent tout au long de la poutre en bois. Au même moment, des camions vrombissent sur l'herbe en contrebas. De l'autre côté du bac à sable, le peloton du désert tente de se frayer un chemin sous une chaleur accablante. Les soldats sont dans leur char en train de secouer les dernières gouttes d'eau pâteuse de leurs bouteilles rouges et d'essuyer la sueur de leur front. Tous se dirigent vers la cabane dans l'arbre. Le garçon se redresse. Il est entouré de petits soldats. Il doit faire attention où il marche maintenant, car ils occupent tout l'espace autour de lui. Quelques tanks passent à ses pieds et écrasent les brins d'herbe comme s'ils étaient aussi fragiles que des brindilles d'herbe. Les soldats, le matériel et les véhicules, tout vient de la petite boule en pâte à modeler rouge. Et petite est le mot juste. Chaque fois qu'une nouvelle unité est déployée sur le front, la boule rétrécit un peu. Elle devient de plus en plus petite de minute en minute. Ils vont avoir besoin de renforts. Le garçon se précipite dans la maison et revient quelques secondes plus tard, les bras chargés de pâte à modeler. Il a gardé tous les pots de son enfance. Il les ouvre tous, les uns après les autres, et les jette sur le sol au milieu du camp. Le hic, c'est que la pâte à modeler a cette affreuse couleur marron qu'on obtient quand on mélange toutes les couleurs. Mais ça n'a pas d'importance. Des coups de feu éclatent presque immédiatement sous ses yeux. Le garçon fait un bond en arrière par surprise et marche par accident sur une antenne de télécommunication. De minuscules soldats bruns surgissent des boules de pâte à modeler et ouvrent le feu sur les soldats rouges. C'est un massacre. Les soldats rouges, en train de se reposer, d'appeler leurs proches, de se préparer à rentrer chez eux en permission, blessés ou couchés dans des lits, sont tous abattus. La plupart n'ont même pas eu le temps de prendre leur fusil. Un courageux soldat rouge fonce vers le poste de transmission et tente de communiquer par radio avec le reste du bataillon pour leur dire ce qui vient de se passer. Mais l'antenne est détruite. Puis une balle l'atteint en pleine tête et le fait s'effondrer au sol. Il est comme une boule de pâte à modeler inerte. Le garçon regarde avec horreur 2 soldats bruns récupérer le corps et le placer dans la boule de pâte à modeler marron la plus proche. Une équipe spécialisée mélange le corps avec le reste de la pâte jusqu'à ce que le corps soit de la même couleur. C'est alors qu'émerge un nouveau soldat brun. La petite rayure qui traverse son cœur est le seul vestige de son passé au sein de l'armée rouge. Les soldats se font rapidement dans la masse des casques et des bottes pour détruire toute trace de l'armée rouge. Le jardin entier se transforme en un véritable champ de bataille.
Les snipers rouges installés le long des parois du bac à sable sont éliminés les uns après les autres. Le peloton du désert se retrouve pris au piège du fait des mines et est rapidement encerclé. Et ils se cachent dans des tanks campagne. Les troupes brunes n'ont pas tardé à les encercler complètement. Un dernier soldat surgit du sas de son tank, avec une grenade dans chaque main. Une balle l'atteint en pleine tête avant même qu'il n'ait pu pousser son cri de guerre. Les grenades explosent sans faire de dégâts, loin des troupes brunes. Le convoi rouge, en route vers l'arbre, a plus de chances de survivre. Le garçon les suit avec fascination. Il observe l'armée brune se frayer un chemin à travers la colonne rouge par l'arrière. La puissance de feu supérieure de l'armée brune ne fait qu'une bouchée des camions de transport et de ravitaillement. Certains soldats rouges se jettent dans l'herbe, grimpent sur des pissenlits et des mauvaises herbes afin de trouver refuge. Rares sont ceux qui parviennent à s'en sortir, et les corps retombent dans la boue comme des mouches. Un petit bruit strident retentit dans le jardin. Le garçon a tout juste le temps de se retourner et d'éviter les avions de chasse bruns. 5 d'entre eux fendent les airs, presque à hauteur de sa tête. Des missiles sont tirés, lesquels font voler en éclats ce qui restait du convoi rouge. Les échanges de tirs cessent au bout d'une heure. Les escarmouches éclatent dans le jardin, tandis que les patrouilles brunes capturent les derniers soldats de l'armée rouge, cachés dans les fourmilières, sous les feuilles mortes ou derrière des véhicules en panne. Le garçon regarde plusieurs officiers de haut rang se rassembler dans la base brune pour surveiller l'absorption de la dernière boule rouge en pâte à modeler. Ils se fabriquent une grande table de réunion, avec une carte du jardin et élaborent leur stratégie pour s'emparer de la cabane, en déplaçant des petites unités miniatures encore plus petites, à l'aide de bâtons. La stratégie se met rapidement en place sous les yeux du garçon et à ses pieds aussi. Une série de mortiers et de missiles solaires sont déployés le long de la paroi du bac à sable. L'armée de l'air investit la base brune de départ, en coupant les brins d'herbe et en aménageant des pistes en pâte à modeler bordées de hangars bruns. Les unités militaires se sont regroupées au pied de la cabane. Elles réfléchissent à la meilleure façon d'escalader cette gigantesque structure et d'atteindre le drapeau. Un porte-avions fait irruption dans les temps, marquant ainsi l'entrée en scène de la marine. Il est rapidement suivi de 2 destroyers, munis de missiles anti-aériens. Alors que le garçon s'apprête à aller jeter un coup d'œil pour tenter d'apercevoir un sous-marin nucléaire, il découvre un spectacle étonnant, des soldats rouges. Il s'agit d'une petite escouade qui s'est regroupée autour de la balançoire. Ils se sont recouverts de terre et de morceaux de végétaux en guise de camouflage. Il doit s'agir de l'escadron d'éclaireurs qui était le plus avancé, suffisamment éloigné du convoi d'origine pour échapper au massacre. Mais que sont-ils en train de faire? Les unités sont toutes rassemblées autour d'un tas de feuilles. Il y a quelque chose en dessous. Qu'est-ce que c'est? On dirait du plastique. Mais bien sûr, c'est son bombardier en plastique dont l'aile est cassée. Pour ne pas attirer l'attention de l'armée brune, le garçon se couche sur le sol à côté des unités rouges et fait tout son possible pour se cacher dans l'herbe. Les soldats rouges sont en pleine discussion. Le général est là. Il a survécu, mais de justesse, affalé contre un brin d'herbe. La discussion des éclaireurs est un peu trop faible pour que le garçon puisse la comprendre. Mais ce qui se passe est assez clair. Ils doivent remettre l'avion joué en état de marche, mais c'est sans espoir sans l'autre aile. Il lève la tête et regarde dans le jardin. Elle est là, au milieu des fleurs, mais elle est entourée de soldats bruns. Comment faire pour que les soldats rouges la récupèrent et reviennent indemnes? Oh, 1 minute. Le garçon se lève, se dirige vers le parterre de fleurs et ramasse l'aile. En moins de 3 secondes, il accomplit un effort insurmontable pour ses petits soldats. Il s'agenouille près d'eux et leur offre l'aile manquante. Méfiants, les éclaireurs se tiennent tous à l'écart. C'est alors que le général prend son courage à 2 mains et s'avance vers le garçon. Il regarde l'aile en plastique, lève les yeux vers le géant qui le domine, puis fait un salut militaire. Les autres lui emboîtent rapidement le pas et se mettent au travail afin de réparer l'avion en plastique. Les soldats bruns se rendent compte de l'agitation et commencent à se rapprocher d'eux. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Le garçon trace une piste d'atterrissage. L'avion est presque prêt à partir, mais il lui manque une pièce essentielle, l'hélice. Seulement, il y a un autre problème. Ils n'ont plus de pâte à modeler rouge. Un soldat brun se ferait un chemin à travers les hautes herbes et se rue vers l'escadron. Son fusil d'assaut arrose le flanc de l'avion de balles pâteuses. Les éclaireurs se précipitent tous dans l'avion et mettent le moteur en marche. Les petits engrenages et pistons rouges se mettent à tourner. Mais sans l'hélice, l'avion ne peut tout simplement pas bouger. Que faire? Le soldat brun s'arrête de courir, les yeux rivés sur l'avion. Quand le petit garçon s'approche de lui pour l'observer de plus près, il remarque une trace rouge sur son cœur. Le malaise se lit sur le visage du petit soldat. La porte de l'avion s'ouvre et le général en sort. Les 2 soldats se font face, tandis que les éclaireurs rouges demandent désespérément au général de rentrer, mais aucun d'entre eux ne bouge. Le soldat brun lève son fusil et tire sur le général en pleine tête. Le général s'effondre sur le sol. Dans l'avion, les éclaireurs commencent à paniquer. Ils n'ont pas leurs armes avec eux et l'armée brune leur fonce dessus de toutes parts. Comment peuvent-ils s'en sortir? Le soldat brun, avec la strie en travers du cœur, marche lentement vers le corps du général, se baisse et le récupère. Il le transporte jusqu'à l'avant de l'avion et, sans dire le moindre mot, se sert de la pâte à modeler pour construire une hélice.
Des soldats bruns ont fait irruption dans les herbes et déferlent sur la piste. Ils doivent partir immédiatement ou il sera trop tard. Le soldat brun place l'hélice sur l'avion et se retire au moment où ce dernier s'élance sur la piste. Au moment où il salue l'avion qui prend son envol, l'un de ses homologues bruns lui tire une balle dans la poitrine, en plein son cœur rouge. En revanche, l'avion est déjà loin. Le bombardier miniature prend de l'altitude et se faufile entre les balles qui sifflent. Il s'incline brusquement et redresse progressivement le nez de l'avion afin de se retrouver face à la cabane. Le bombardier semble mettre une éternité à prendre de l'altitude. Juste à temps, le garçon se retourne et voit que la marine brune a tiré 6 missiles. Tous se dirigent vers le bombardier, du moins semble-t-il. Au dernier moment, il avance sa main, ce qui fait tomber les missiles au sol. 2 d'entre eux explosent et laissent des traces de pâte à modeler brune sur sa main. Les autres tombent sur le sol et de petits soldats plongent pour se mettre à l'abri. L'armée de l'air brune intervient, mais c'est trop tard. Tandis que les jets traversent le jardin, le bombardier a déjà atteint sa destination. Les éclaireurs sautent avec leur parachute rouge en pâte à modeler et se dirigent vers le drapeau. Un jet rattrape le bombardier et le fait exploser en plein vol. Les éclaireurs n'ont pas le temps de pleurer leur pilote perdu, ni aucun de leurs morts d'ailleurs. Aussi vite qu'ils le peuvent, ils détachent le drapeau américain et déploient le leur. Un rectangle rouge en pâte à modeler d'à peine quelques centimètres de large. L'un des soldats sort un clairon de son sac et joue la plus aiguë des versions de The Last Post. Tous les soldats se taisent pour écouter. Le garçon place une main sur son cœur au moment où la première goutte de pluie se pose sur son épaule. Puis, sa mère l'appelle. « Il commence à pleuvoir. Rentre avant de tomber malade. Je fais un chocolat chaud. » Le garçon esquisse un sourire et se précipite dans la maison. Dehors, il pleut à verse et toutes les cicatrices de la guerre s'effacent peu à peu pour laisser place à de simples taches rouges et brunes. Avec tout ça, on vous pardonnerait si vous considériez que le SCP-705 ne s'est jamais trouvé dans le jardin de ce jeune garçon. La plupart des adultes considéraient ce à quoi assistait le garçon cet après-midi comme étant le fruit de l'imagination d'un enfant. Cependant, la plupart des adultes n'ont jamais été confrontés au SCP-705, également connu sous le nom de plédo-militariste. Fruit des recherches effectuées par une multinationale pour créer un produit automoulant, les détails de la création de ce plédo-militariste sont pour le moins flous. Ce que l'on sait, c'est que la pâte rouge de ce qui se révèle être le jouet de modelage le plus populaire auprès des enfants présente des tendances militaristes et agressives. Dès que le pot de 140 grammes est ouvert, le SCP-705 s'active et prend la forme de soldats en pâte à modeler miniature. Chaque unité est vêtue d'un uniforme militaire réaliste et détaillé et dispose d'armes et d'équipements miniaturisés qui fonctionnent tous de manière identique à leurs homologues réels, à l'exception d'un petit détail. Tout est entièrement fait de pâte à modeler Play-Doh. Lorsqu'il est activé, le SCP-705 peut se diviser en centaines de soldats d'infanterie. Chacun d'entre eux semble disposer d'un certain niveau d'autonomie. À ce jour, aucune forme de conscience collective n'a été observée. Les soldats communiquent tous comme leurs homologues de l'armée dans la vie réelle. Ils aboient des ordres, élaborent des stratégies et coopèrent. Une fois activé, chaque membre du SCP-705 devient très territorial et cherche immédiatement à prendre le contrôle du lieu ou de l'objet le plus proche et semblant avoir une importance stratégique. Cela peut être n'importe quoi, une machine à café ou une cabane perchée dans un arbre. Ce qui nous apparaît comme de simples objets inoffensifs du quotidien peut constituer un avantage tactique incroyable pour ces petits soldats, dont beaucoup sont prêts à sacrifier leur vie afin d'en prendre le contrôle. Plus on laisse ce plédo-militariste en liberté, et plus les unités militaires se développent. Des leaders émergent, les plans de bataille deviennent plus élaborés et leur technologie s'améliore. Au départ, la pâte à modeler peut prendre la forme d'une poignée de soldats, mais si on les laisse faire, ces unités ne tarderont pas à monter sur des chars d'assaut, à tirer avec des armes miniatures depuis des hélicoptères de combat, voire à développer des forces navales et aériennes assez rudimentaires. Et aussi, vous avez vu ce qui se passe quand le SCP-705 entre en contact avec un pot banal de Play-Doh. Cette pâte, normalement inoffensive, prend les mêmes caractéristiques que ce Play-Doh militariste. Si les deux groupes de soldats sont de la même couleur, ils formeront une alliance. S'ils sont de couleurs différentes, eh bien, c'est là que les choses sérieuses commencent. Contenir le SCP-705 est relativement simple. Il suffit de rassembler toute la pâte à modeler et de la remettre dans son pot de 140 grammes, en prenant soin de bien fermer le couvercle, afin de neutraliser complètement la petite armée. En raison de cette particularité et de l'innocuité des minuscules balles pâteuses, le SCP-705 ne nécessite que peu de mesures de sécurité. Il est stocké dans le secteur 2 de confinement sécurisé des SCP avec son couvercle fermé. Le seul incident qui s'est produit depuis son confinement a eu lieu dans la salle de repos, lorsqu'un chercheur a accidentellement laissé le couvercle ouvert pendant qu'il allait aux toilettes. Lorsque le chercheur est revenu, tout ce qu'il a eu à faire pour arracher son café aux griffes d'un général en pâte à modeler, un peu déchaîné, a consisté à écarter d'un revers de la main les quelques soldats du comptoir. Il s'agit d'un jour dont le SCP-705 parle encore, souvent avec beaucoup de crainte et de respect. À présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers du Dr Bob.
comme le SCP-526, la porte de Valhalla, pour découvrir une autre anomalie qui mélange magie et militarisme. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas manquer une seule anomalie, car nous poussons toujours plus loin nos investigations dans les archives classifiées de la Fondation SCP.